Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon premier point lecture pour le mois de septembre. Tout d'abord je tiens à m'excuser, je me rends compte qu'il y a un peu d'écho dans cette pièce, mais dans cet appartement c'est un peu compliqué de trouver des pièces dans lesquelles il n'y a pas d'écho. Donc du coup pour aujourd'hui j'ai donc 5 romans à vous présenter. Ce sont donc des lectures que j'ai effectuées entre les tout derniers jours d'août et puis le début du mois de septembre. Je ne les ai pas en ma possession puisque je ne suis pas chez moi en ce moment, donc voilà, je vous afficherai toutes les couvertures à l'écran. Pour commencer, je vous parlerai donc du premier tome du Centre de la Cité, enfin du premier tome de Capitale du Sud, donc le Centre de la Cité par Guillaume Chamanadjian. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Felix Ever After par Cassim Callender. Puis ce sera au tour de Astreviz, le second tome de Skyward par Brandon Sanderson. Après ça, je vous donnerai mon avis sur Steam Sailors, le tome 2 par Ellie S. Green. Et puis, je vous donnerai également mon avis sur Le Crime du Golfe par Agatha Christie. Comme je vous l'avais dit dans le précédent update lecture, j'avais pas forcément lu des excellentes lectures vers la fin du mois d'août. Par contre, pour cette update lecture, j'ai plutôt du très bon à vous présenter. Tout d'abord, je vais donc vous donner mon avis sur Le Centre de la Cité, qui est le premier tome de la Tour de Garde, la Capitale du Sud par Guillaume Chamanadjian. C'est aux éditions des Forges de Vulcain. Et en fait, c'est une série un petit peu particulière puisque ce sont deux trilogies de fantasy qui vont fonctionner ensemble. Donc le projet global, si j'ai bien compris, s'appelle La Tour de Garde. Et on a d'un côté Capitale du Sud et de l'autre côté Capitale du Nord. La série Capitale du Sud sera donc écrite par Guillaume Chamanadjian et la série Capitale du Nord par Claire Duvivier. Ils publient donc tous les deux un roman par an. Les tomes de Capitale du Sud sortent au printemps en gros et les tomes de Capitale du Nord sortent en automne, donc je crois que c'est prévu pour le mois de novembre, ça devrait arriver, du mois d'octobre pardon, ça devrait arriver assez bientôt. Et donc du coup pour l'instant j'ai lu donc le premier tome de Capitale du Sud qui est donc le premier livre de ce projet qui est sorti. Et c'est un récit dont j'avais vraiment entendu parler en bien. Donc du coup, vous l'aurez compris, dans cet univers, on a donc deux capitales principales, deux villes principales. Et je pense que leurs histoires vont un petit peu s'entremêler. Déjà dès le premier tome de la Capitale du Sud, on nous dit qu'il y a un personnage qui va partir vers le nord et au contraire, on a un personnage qui vient du nord. Donc voilà, je pense comme ça qu'il va y avoir quelques échanges. Dans Capitale du Sud, du coup, on suit un personnage principal dont j'ai oublié le prénom, qui en gros est un coursier qui travaille pour un épicier assez connu. Et du coup, ça l'amène à pas mal se promener et pas mal être en contact avec toutes les différentes maisons qui règnent sur cette cité. Puisqu'en gros, voilà, la cité a été répartie en quartiers et chaque quartier relève d'une maison principale. Et puis je crois qu'il y a un espèce de centre qui relève plus ou moins de personnes. Mais voilà, en tout cas, il y a quelques grosses maisons dans cette cité. Et nous, notre personnage principal, en plus d'être coursier, il est également lié avec une maison, mais d'une manière un petit peu particulière. Il n'est pas directement descendant d'une maison, mais on va dire que sa famille est affiliée à une maison. Sauf qu'il est orphelin et qu'il ne lui reste plus que lui et sa sœur qui est un petit peu chelou. Donc voilà, du coup on va suivre tout son quotidien. Il va faire la rencontre d'une nouvelle famille qui sont en train de créer un nouveau vin qui apparemment va faire sensation. Et puis on est également à une période à laquelle il y a beaucoup d'alliances qui sont en train de se faire, pas mal de choses qui sont en train d'être redessinées, de cartes qui se redessinent avec des alliances qui n'étaient pas du tout prévues avant, et puis de grands projets qui sont prévus pour cette cité. Et nous, notre personnage principal que l'on va suivre, qui est donc un héros masculin, va se rendre compte en fait qu'il a une sorte de capacité un petit peu spéciale, puisque sa capacité l'amène à se promener dans des parties de la ville qui sont censées être complètement inconnues et qui ne sont pas censées exister tout simplement, sauf qu'il se rend compte que parfois en fait, il passe dans l'autre ville, entre guillemets, qui est comme une sorte de reflet de sa ville à lui et ça va lui être utile notamment pour s'échapper parfois de certaines situations, sauf qu'il va très vite se rendre compte que ça a également ses limites et que ça peut être très dangereux. Et donc voilà, lui il essaye en parallèle de toutes ces choses qui se passent dans la cité, il essaye de faire ses propres recherches pour comprendre ce qu'est cette ville mystérieuse, cette ville fantôme, ville cachée, je sais plus exactement comment est-ce qu'il l'appelle, dans laquelle en plus de ça il n'y a absolument personne, mais qui en gros ressemble à sa ville mais sous une forme un petit peu différente. Donc voilà, c'était vraiment un premier tome qui m'a beaucoup plu, c'est de la fantasy avec pas mal de complots, comme je vous l'ai dit, donc voilà, il y a beaucoup de maisons, beaucoup d'alliances, etc. Et pour ma part, c'est vraiment un style de fantasy que j'aime beaucoup. En plus, on rajoute par-dessus un petit côté magique. J'aime bien les fantaisies qui se passent dans des villes, quand vraiment c'est une ville qui est limite un personnage à part entière, et c'était vraiment le cas ici. C'est une cité dans laquelle on plonge complètement, c'était un petit peu ce que j'avais ressenti avec les différents Londres inventés par exemple par Victoria Schwab dans Shades of Magic.
Et puis, enfin voilà, il y a quelques autres, à Ketterdam aussi avec Six of Crows, enfin ce genre de choses, ce genre d'ambiance pour ma part me parle vraiment bien quand c'est bien exécuté. Et c'était vraiment le cas ici. C'est un livre qui fait à peu près 350-380 pages peut-être, et les chapitres sont très longs. Certains chapitres font 30 pages, ce genre de choses, enfin même plus. Donc ouais, on est sur des chapitres qui sont vraiment longs. Et c'est pas forcément le type de chapitre dont je suis le plus fan parce que j'ai tendance à trouver que ça ralentit pas mal le rythme, mais en l'occurrence pas du tout. Je me suis jamais ennuyée dans ce récit et je l'ai vraiment. Enfin, si j'avais eu plus de temps, je pense que je l'aurais vraiment dévoré parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé très attachants. Le concept avec les deux séries mélangées, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut vraiment être super. Et voilà, pas mal de mystères en plus de tout ça, donc je suis très curieuse de voir la suite, de découvrir déjà le premier tome de la série donc de Claire Duvivier, Capitale du Nord, et puis d'avoir la suite des aventures de ce personnage-là. Et donc voilà, je lui ai mis la note de 18 sur 20, et comme vous l'aurez compris, du coup ça a été une très belle lecture. Ensuite, j'ai donc lu Felix Ever After par Kacing Callender, c'est publié aux éditions Slalom et je l'ai reçu de leur part, donc je les remercie. C'était la deuxième fois que je recevais un roman de leur part et pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Donc dans Felix Ever After, on va suivre l'histoire de Félix qui est un jeune garçon trans qui est afro-américain et qui rêve en fait d'intégrer une grande école d'art. Donc maintenant il est dans une sorte de prépa et ils se battent un petit peu tous pour intégrer différentes branches de différentes écoles d'art. Il y est avec son meilleur ami et puis avec quelques autres amis également qu'ils ont. Et en gros, Félix se pose pas mal de questions parce que donc il a fait sa transition, mais il se pose des questions du coup un petit peu sur son orientation sexuelle. Il est sorti avec des filles, il est sorti avec des garçons. Il sait pas trop où se placer. Et puis même par rapport à son identité, il se pose également des questions. Il sait en tout cas qu'il se sent pas clairement fille, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est trans. Mais voilà, tout ça n'est pas complètement défini non plus. Il se pose pas mal de questions. Et puis il aimerait bien enfin connaître le grand amour, celui qui te fait vibrer complètement. Sauf qu'un jour il va arriver donc dans cette fameuse prépa et il va se rendre compte qu'il y a eu toute une exposition qui a été faite avec des anciennes photos de lui et avec son dead name, donc son ancien prénom qu'il avait avant qu'il fasse sa transition. Et autant vous dire que ça va pas très bien se passer, il va pas très bien le prendre et il va absolument chercher à savoir qui a fait ça, puisque forcément c'est une personne qu'il connaît. Et il cherche vraiment à savoir qui a pu faire ça, qui a pu faire quelque chose d'aussi cruel. Et il est persuadé que c'est un garçon qu'il aime pas beaucoup et du coup il va en fait se créer une fausse identité sur les réseaux sociaux pour commencer à discuter avec ce garçon qu'il aime du coup pas du tout au départ et il va se rendre compte que en fait ce garçon-là est pas forcément tel qu'il pensait être. Et si vous pensez du coup avoir compris tout, comment ce qui va se passer, etc., eh bien non. C'est un récit qui a quand même, malgré cette trame qui peut paraître un peu simple, qui a quand même pas mal de choses intéressantes, pas mal de retournements aussi, de choses qu'on ne voit pas forcément venir. J'ai beaucoup aimé justement le fait de voir plein de relations qui évoluent beaucoup. Rien n'est figé dans ce groupe et on découvre des choses sur des personnes qui pensaient être ses amis et qui ont fait des choses pas très cool et inversement. Et voilà, enfin vraiment pas mal de choses intéressantes. Il y a beaucoup de questions. Je m'attendais peut-être à avoir encore plus d'émotions pour encore plus apprécier ce livre, pour que ce soit un coup de cœur comme ça a été le cas pour d'autres personnes. Mais en tout cas, vraiment, j'ai passé un bon moment avec ce récit et j'ai bien aimé également le fait que ce soit un récit qui est, je trouve, globalement assez lumineux. Qui est assez positif malgré le fait qu'il se passe pas mal de choses assez compliquées à l'intérieur et malgré le fait qu'il y ait des moments où qui sont vraiment très difficiles pour Félix. Il n'empêche que c'est un roman qui a globalement, je trouve, un message assez positif et ça fait plutôt du bien. Donc celui-ci, je lui ai mis la note de 17 sur 20. À nouveau, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Ensuite, j'ai donc lu Astrovis, qui est le tome 2 de Skyward par Brandon Sanderson. C'est un titre du coup que j'ai reçu de la part du livre de poche imaginaire, puisqu'ils sortent en fait en format semi-poche. J'avais déjà beaucoup aimé Skyward et je pensais vraiment pas qu'on aurait la suite aussi rapidement, puisque du coup il est sorti au mois de mai, en sachant que le premier tome était sorti en octobre ou novembre l'année dernière. Donc voilà, c'est quand même venu assez rapidement après. Si vous me connaissez pas ou pas depuis très longtemps, vous savez peut-être pas du coup que je suis une énorme fan de Brandon Sanderson. C'est sans aucun doute mon auteur de fantasy étranger préféré. La série Fils des Brumes, c'est vraiment ma trilogie de fantasy préférée. Je parle de la première époque, de la première trilogie de base, puisque la suite se passe
vraiment beaucoup d'années plus tard, avec des personnages complètement différents. Mais voilà, pour Ma Fille des Brumes, c'est vraiment mon indétrônable en fantasy, et j'aime vraiment énormément le travail de Brandon Sanderson. J'ai lu tout ce qu'il a sorti, à très peu de choses près. J'ai pas lu le tout dernier qui vient de sortir, mais voilà, globalement j'ai à peu près tout lu. Et ça fait donc de très nombreuses années que je lis et que j'aime Sanderson, puisque je crois que j'ai commencé à le lire en 2010. Voilà. Et donc du coup, Skyward, c'est une série qui est un petit peu différente, puisque cette fois-ci on est sur de la science-fiction. C'est classé plutôt en ado, ça vous plaît un peu de la limite entre de l'ado et de l'adulte. On est donc sur des histoires avec pas mal de batailles, de vaisseaux spatiaux, etc. C'est le genre de choses que Sanderson sait très bien faire. Sanderson sait extrêmement bien gérer les scènes de combat, d'utilisation de magie, etc. Que ce soit d'utilisation de magie dans la fantasy ou d'utilisation de technologie dans la SF. Dans les deux cas, c'est des choses qui marchent hyper bien chez lui, qui sait vraiment très bien faire. Ce sont toujours aussi des récits avec de l'humour, avec une construction de civilisation, etc. qui est juste bluffante à chaque fois et toujours différente. Ça, franchement, ça m'épate. Enfin voilà, vraiment, vous l'aurez compris, j'aime énormément son travail. Donc du coup, dans Skyward, on suit l'histoire de Spensa, qui est une jeune fille qui a grandi sur une colonie, puisqu'en gros, l'humanité a dû s'étendre parce que la Terre, ça commence à devenir la galère. Et maintenant, les humains ne sont pas en très bonne position et ils sont réfugiés en fait dans certaines colonies, entre guillemets. Et donc là, on suit l'histoire sur une colonie et très régulièrement, ils sont attaqués par des vaisseaux, et donc du coup, ils sont tout le temps en train de former en fait de nouveaux pilotes pour protéger leur colonie et pour essayer de survivre. Spensa est la fille d'un ancien pilote très très réputé, mais qui est accusé d'avoir fait une très grosse trahison, qui est accusé en fait d'être, qui est reconnu même comme étant le traître par excellence. Et du coup, quand Spensa veut elle-même devenir pilote quand elle est en âge de passer les concours, autant vous dire que c'est pas vu d'un très bon œil et que ils sont pas hyper partants pour la laisser entrer dans cet apprentissage. Donc voilà, ça c'était vraiment pour l'histoire du premier tome. Dans ce second tome, en fait, on va avoir Spensa va se retrouver embarquée dans quelque chose de vraiment différent. Et alors, franchement, c'était excellent. Autant j'ai beaucoup aimé le premier tome, autant ce deuxième tome apporte des choses complètement nouvelles et vraiment c'était génial. En fait, Spensa un vaisseau spatial, si vous voulez, va échouer sur la colonie où habite Spensa. Et dans ce vaisseau spatial, il y a une extraterrestre qui ressemble vaguement à une humaine. Et cette extraterrestre doit se rendre à un endroit. Et en fait, Spensa va décider de prendre sa place pour se rendre du coup à cet endroit-là. Et cet endroit, c'est un endroit où la grande organisation qui, on a compris, n'est pas très pote avec les humains, a décidé de se réunir pour former de nouveaux pilotes, et parce qu'ils veulent en fait créer des unités de pilotes avec des pilotes issus de plusieurs espèces extraterrestres de la galaxie. Et donc du coup voilà, on va découvrir tout ça. On a du coup 5 ou 6 espèces différentes qui sont présentes, 5 ou 6 espèces différentes qui sont présentes, et du coup Spensa qui se retrouve au milieu de tout ça à devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et puis qui essaye petit à petit d'en apprendre en fait sur les autres, parce que eux, de leur point de vue, il y a juste les humains et puis des créatures un peu cheloues qui les attaquent. Jusqu'à quelques semaines, quelques mois auparavant, ils en savaient vraiment pas plus que ça, et là ils découvrent complètement quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup aimé parmi les différents peuples, comme je vous disais, Sanderson est vraiment un maître en art de civilisation, et du coup c'était hyper intéressant de voir comment est-ce qu'il avait construit chacun de ces univers, comment est-ce qu'il a construit leur passé, etc. Puisque forcément ce sont des civilisations qui sont très anciennes, on est sur de la SF qui se passe quand même assez loin dans le futur. Et du coup voilà, c'était hyper intéressant de voir tout ça. Les espèces sont extrêmement différentes les unes des autres, et il y en a notamment une qui est une espèce qui va être assez importante, dans laquelle en fait les êtres qui la composent, les personnes qui la composent sont soit féminines, soit masculines, ou soit neutres. Et du coup les pronoms neutres sont hyper utilisés dans ce roman, et on a justement toute une réflexion qui est faite autour des pronoms neutres, etc. Et en fait on nous explique que tant que cette espèce là tant qu'ils se sont pas reproduits, en sachant que leur reproduction était quand même très particulière, mais tant qu'en gros ils se sont pas reproduits, etc., ils sont neutres, et s'ils n'ont pas envie de se reproduire, ils restent neutres toute leur vie. Et après sinon ils peuvent choisir en fait s'ils se sentent plutôt moitié droite ou moitié gauche,
Et du coup la couleur, leur couleur, etc. Enfin voilà, c'est assez particulier et du coup c'était vraiment intéressant d'avoir finalement toute cette réflexion aussi autour du genre et de voir, enfin Sanderson pour le coup propose vraiment une civilisation dans laquelle le genre n'est absolument pas vu de la même manière que dans la nôtre et n'est absolument pas intégré à la société en fait de la même manière que la nôtre et du coup c'était hyper intéressant. Mais voilà, enfin, plein de choses super chouettes et c'était vraiment un très très chouette second tome. J'ai hâte de voir ce que donnera le dernier puisque du coup il y a encore pas mal de choses je pense qui devraient changer et je pense que du coup le troisième tome sera finalement encore sur une autre histoire qui découle des premiers mais qui aura à nouveau voilà, une grande trame au sein de cette histoire, en sachant qu'à chaque fois c'est des récits qui sont quand même assez longs. Le tome 2 fait 630 pages, mais franchement je trouve que ça se dévore. Les romans de Sanderson, enfin voilà, je trouve qu'il a une fluidité dans sa plume qui est vraiment hyper chouette et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais très contente du coup de retrouver Spensa et d'autres personnages, mais également de découvrir toutes les autres choses en plus. Et puis toujours ces scènes de combat qui sont absolument incroyables, en l'occurrence donc des scènes avec des vaisseaux spatiaux. Et pour autant je suis pas quelqu'un de hyper fan de SF, mais ça marche quand même avec Sanderson. Ensuite, j'ai donc lu le tome 2 de Steam Sailors par Ellie S. Green. Donc le premier tome de Steam Sailors était l'un des 5 finalistes pour le PLIB. Pour ma part, je l'avais lu à sa sortie, donc ça remonte un petit peu. Et puis j'avais hâte de découvrir le deuxième tome. Je voulais également le lire pour essayer de me départager avec mon autre chouchou pour cette année pour le PLIB. Et du coup, donc l'histoire de Steam Sailors, c'est l'histoire de Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans un monde qui est un petit peu éclaté et qui pense avoir des sortes de facultés un petit peu particulières, qui fait qu'en fait, je crois qu'elle a certaines pensées, enfin, c'est un petit peu spécial. Et en fait, Prudence va se retrouver enlevée, du fait notamment de ses capacités, par des pirates. Sauf que ce ne sont pas des pirates qui volent sur la mer, mais ce sont des pirates qui volent dans le ciel, puisqu'en gros, on est sur une sorte de terre complètement éclatée, et au lieu que ce soit la mer qui relie plein d'îles, c'est des nuages. Donc voilà, du coup on a ça, donc il y a un côté un petit peu steampunk, un côté piraterie, dans un univers de fantasy complètement inventé et très bien inventé, et puis donc tout cet équipage de pirates qu'on découvrait dans le premier tome et qui était hyper attachant, qui pour moi était un énorme point fort de ce récit. Dans ce second tome du coup, ici aussi c'est un second tome qui propose une nouvelle intrigue, puisque à la fin du premier tome, l'équipage de l'héliotrope va faire une très très grosse découverte. Très importante, et du coup donc le second tome va tourner notamment autour de cette découverte et de comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'exploiter, en sachant que pour ça ils ont besoin de se séparer pour partir en plusieurs groupes pour aller chercher certaines choses, et c'est intéressant, mais du coup pour moi c'est aussi un petit peu ce qui m'a moins plu dans ce récit. Le fait que finalement tout l'équipage soit séparé, ça fait qu'il n'y a pas cette ambiance de groupe que je trouvais vraiment hyper chaleureuse, cette ambiance de famille limite qui se construisait autour de l'héliotrope, du bateau et de son capitaine. Donc voilà, du coup ça m'a peut-être un petit peu moins plu, puis le personnage de Prudence passe un petit peu plus au second plan. Après il y a encore plein de choses hyper intéressantes, on voit vraiment que l'univers d'Ellie S. Green est très complet, qu'elle a pensé à plein de choses dessus, qu'elle a pensé à des choses qui sont beaucoup plus anciennes aussi, et c'est vraiment intéressant, c'est un univers qui est très riche. Et ça montre que le final va encore être costaud, je pense, parce que voilà, il y a pas mal de choses qui commencent à se préparer. Donc voilà, ça a quand même été une très très bonne lecture, mais c'est vrai que j'avais préféré l'ambiance de groupe vraiment dans le premier tome. Donc du coup j'ai mis la note de 17/20 à ce tome 2. Et donc du coup pour terminer, j'ai lu Le Crime du Golfe par Agatha Christie. Je vais vous en parler assez rapidement, et globalement mon avis n'est pas excellent. En fait on avait bien aimé avec Adrien quand on avait lu La mystérieuse affaire de Styles, mais Le Crime du Golfe, on a trouvé tous les deux que c'était un mélange entre des choses complètement abracadabrantes et des choses très prévisibles. Donc voilà, on a du coup moins aimé. Il y a des choses qui sortent quand même un peu de nulle part, et le personnage de Hastings est assez détestable et extrêmement sexiste. Donc voilà. Par contre ça se passe dans le sud de la France, donc c'est une des enquêtes d'Hercule Poirot, puisque du coup on s'est dit qu'on allait essayer de les lire dans l'ordre de parution. Donc voilà, du coup c'est la deuxième dans l'ordre chronologique. Ça nous a pas hyper emballé, du coup Adrien n'est pas super motivé pour qu'on continue à lire les autres ensemble. J'espère que le suivant sera bien, j'espère réussir à le convaincre d'en lire un autre et qu'il sera bien. Mais voilà. Du coup, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, si ça vous plaît, et puis également à me dire si je vous ai donné envie de découvrir un de ces romans. J'espère que ce sera le cas, parce que vraiment j'ai fait de très chouettes découvertes.
Sur ce, du coup, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et faites de belles lectures. Salut!